Alors, la problématique, c'est toujours de se poser la question de la plus-value. Même moi, maintenant, dans mon quotidien, en classe, même si j'ai... alors, je suis équipée dans mon établissement, pour vous dresser un petit peu le tableau. Dans mon département, on n'a pas eu de déploiement massif. On a eu des déploiements qui étaient faits à partir de projets. Hein, il fallait déposer un projet pédagogique. Je trouvais ça d'ailleurs très intéressant. On pose un projet et puis en fonction de ça, on est évalué bien sûr et on est équipé ou pas. Donc actuellement, on tourne à peu près avec des valises mobiles. On doit en avoir, je pense, 6 ou 7. Et dans chaque valise, il y a donc des tablettes. Nous, on a des iPads. Le département a plutôt travaillé au départ avec Android et ensuite sont venus sur iPad pour des raisons en fait, de gestion de flotte, puisque c'est eux qui gèrent la flotte et qui mettent à jour, etc. Donc, ils sont passés sur des iPads, et puis aussi pour la durée de la batterie, l'autonomie, etc. Et donc, on a des valises dans lesquelles vous avez donc des tablettes. Hein, il y a une dizaine de tablettes par valise. Il y a également dans la valise une borne Wi-Fi qui est indépendante. Hein. Donc, la borne voyage avec la valise. Et cette borne, on peut la connecter à une prise, donc avoir Internet ou pas. Hein, ça veut dire que quand on n'a pas de débit, ce qui est le cas dans l'établissement, on a un débit qui fluctue. Hein, on a appris, si vous voulez, à dissocier l'usage de la tablette avec le Wi-Fi et l'usage de la tablette avec Internet. Moi, au départ, je confondais tout. Hein. Je me disais, ben, s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de tablette. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Hein. Il suffit souvent d'avoir une borne, de la brancher à l'électricité et les tablettes vont se synchroniser. Alors bien sûr, on n'aura pas accès à l'extérieur, on ne pourra pas aller voir du YouTube par exemple, mais on va quand même pouvoir travailler avec des applications qui fonctionnent comme ça. Alors on appelle ça un réseau domestique, hein. Donc c'est juste le réseau qui va être émis dans la salle de classe. Donc il y a ceci. Et puis, il y a également un dispositif pour projeter, alors pas comme je fais aujourd'hui, parce que là, je suis en filaire, hein, voyez-vous, je suis raccordée au vidéoprojecteur, mais il y a un dispositif mobile qui va permettre aux enfants, de leur place, et vous allez le voir dans certaines vidéos, de projeter le travail qu'ils auront fait en groupe ou tout seul sur le vidéoprojecteur de la salle. Alors, ce dispositif, il y en a plein, selon les marques, etc. Mais le plus simple, c'est lorsqu'on a la chance d'avoir dans sa salle un ordinateur, eh bien d'installer en fait une application. Pour info, c'est une application qui veut 9 € par poste. Donc on installe ça sur son PC Windows. Et ensuite, quand on allume le vidéoprojecteur, on allume l'application. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette application va permettre à la tablette, et notamment à l'iPad, puisque ça fonctionne avec les iPads, de se connecter, en fait, de faire de la recopie de l'écran à distance. Et ainsi, l'enfant qui va vouloir projeter sa production va pouvoir le faire tout en restant à sa place, sans passer par un câble. Voilà. Donc ça existe, hein, il y a des solutions. Alors demain après-midi, si vous êtes intéressé par la partie plus technique, j'anime un atelier qui à 13h demain après-midi, 13h demain après-midi, qui s'intitule « Les outils dans la classe inversée ». Et là, nous déclinerons plus en détail cette partie, on va dire, technique, qui est quand même importante aussi. Hein. Alors, donc, les 5 plus-values, quand on utilise le numérique, si on l'utilise, encore une fois, et on va les décliner à travers des scénarios de classe. Je ne vais pas rester dans la théorie, on va rentrer dans la pratique. La plus-value, aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte le numérique éducatif en classe? Ça développe évidemment la créativité. La créativité des deux côtés, hein, c'est-à-dire la créativité de l'enseignant, qui va avoir beaucoup plus de possibles. Hein, il va pouvoir donner et faire des propositions multiples grâce au numérique, mais également la créativité des élèves, hein, puisque les élèves, du coup, vont être créateurs, producteurs, vous l'avez dit, madame. Donc, effectivement, là, il y a une première plus-value. Je l'ai mis en plus gros, je pense que c'est la priorité. Ensuite, vous avez, et ça va de pair, la deuxième plus-value,
Et c'est là que c'est intéressant et c'est finalement peut-être ce qui fait le plus bouger les lignes au niveau de l'enseignement, c'est la mise en activité. Alors je l'ai dit hier, si vous étiez là, j'ai insisté, dans un enseignement plus conventionnel, comme là par exemple, hein, on est sur du descendant, je suis active, je m'agite, d'accord? J'ai mon espace scénique qui est dédié, vous avez vu, on m'a équipé, j'ai mon tableau, je suis filmée, enfin bref, je suis au cœur de l'action. Et vous, malheureusement, vous êtes dans les coulisses, vous êtes dans la salle, dans l'obscurité. Et je prends cette métaphore théâtrale parce que c'est quand même bien ça, quand on observe l'image de la classe, du 19e siècle à aujourd'hui, ça peut évoluer, on est quand même dans un enseignement qui est dispensé verticalement, n'est-ce pas? Donc l'activité, quand je parle d'activité, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle du professeur. Le numérique va amener l'activité dans la salle. D'accord? Et là, ça change tout. Parce qu'effectivement, lorsqu'on donne un outil numérique à un élève ou à un groupe d'élèves, si on ne les met pas en activité, immédiatement, vous allez être confronté à des problèmes de discipline. Parce que les professeurs que je forme me disent tout de suite « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on nous a distribué des iPads, mais on ne sait pas du tout comment faire, on a 35 élèves, le dernier au fond, je ne vais pas savoir ce qu'il va faire dessus, il va aller sur YouTube ou pire encore, bref, c'est la panique à bord. » Et là, je calme le jeu, je dis « Écoutez, voyez vos iPads, vous commencez d'abord par les mettre dans les cartables et vous ne les sortez pas. » Ah bon? Attendez, là, on est venu pour faire une formation numérique. Oui, d'accord. Mais le numérique, avant, il y a un scénario pédagogique. D'accord? Donc, avant de faire sortir les iPads aux enfants, le professeur, il faut qu'il ait mis en place quelque chose, et on va le voir hein, concrètement, une activité concrète dans laquelle les élèves vont être obligés de faire quelque chose. Ce que vous disiez, madame, vous avez dit tout de suite production, et je vous rejoins parfaitement. Vous avez un attendu, vous avez 10 minutes, vous avez 15 minutes, et moi, je dois avoir la livraison de la production dans 15 minutes. Effectivement, si on fait le cours tel qu'on a l'habitude de le faire, tel que moi j'avais l'habitude de le faire, c'est-à-dire un cours qui est plus de l'ordre de la démonstration hein, que de l'expérimentation, eh bien forcément les élèves qui sont, comme le dit Vincent Fayet, mon ami que vous connaissez peut-être et qui travaille beaucoup sur la classe mutuelle, qui est aussi une forme de pédagogie active, il dit les élèves, ils sont passifs, silencieux et immobiles, un peu comme à la messe. Hein, c'est un peu ça, hein, on est quand même dans cette configuration. Eh bien, si on les laisse comme ça et qu'en plus on leur laisse un outil numérique entre les mains, eh bien, ils vont peut-être être un petit peu moins passifs, mais pas forcément actifs dans le sens de votre cours. Donc, il faut absolument, lorsqu'on a le numérique, effectivement, se dire que si on l'utilise avec les enfants, il faut effectivement que l'activité soit calée, timée et précise, et surtout qu'il y ait un retour immédiat. Voilà. Ensuite, l'autre plus-value, c'est la différenciation. Alors ça, c'est très important parce que, évidemment, monsieur, oui? Comment? On peut avoir cette activité sans avoir le visage de fils. Ah, ben, et complètement, complètement. Et bien sûr. La nuance, en fait, si vous voulez, c'est que quand il y a, je dis, quand il y a activité avec le numérique, enfin, quand il y a numérique, s'il n'y a pas activité, on renforce encore plus la possibilité aux élèves de faire autre chose. Quand vous donnez une activité à un élève, quand c'est par exemple un exercice de mathématiques, cahier, stylo, papier, bon, l'élève, il va avoir un rendu à faire, d'accord? Il est sur la tâche. Si vous donnez un iPad entre les mains d'un élève, mais que vous ne lui donnez pas cette activité, parce qu'attention, hein, au départ, c'est ça. Les enseignants ne savent pas quoi faire avec le numérique. C'est ça. Avec un cahier, un stylo, on sait faire. Mais avec une tablette, on se dit, bon, ben déjà, il faut que je trouve le site où je vais trouver les exercices. Il faut que je vois si j'ai de la connexion. Enfin, il y a plein de problématiques qui vont se greffer. Et donc, ce que je dis là, c'est que si vous donnez le numérique, l'activité doit être présente. Voilà. Mais effectivement, on peut faire de l'activité aussi sans le numérique, hein, c'est ce que je dis. Mais il y a des activités, vous allez le voir, monsieur, avec des exemples concrets, que l'on ne peut pas faire sans numérique. Hein, il y a des situations où on a, en tout cas, il y a une vraie plus-value avec le numérique. Hein, voilà. Alors, ensuite, la différenciation, c'est ce que je disais. Ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, on a la possibilité,
grâce à des partages d'exercices qu'on peut faire à distance. On peut créer des groupes avec des applications et on peut envoyer à des groupes certains types d'exercices et à d'autres exercices. Donc, en gros, on peut varier les supports plus facilement quand on fait la mise en activité. On va pouvoir créer des groupes, éventuellement, de compétences différentes. On peut faire travailler un groupe, par exemple, sur de l'oral, un autre sur de l'écrit, je parle pour ma discipline, et un autre sur une recherche documentaire. Et donc, on va pouvoir effectivement différencier l'activité. Quand il y a mise en activité, rien ne vous empêche de faire plusieurs types d'activités. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir aussi la possibilité de travailler avec des outils qui vont être mis en place sur de la collaboration. Là, on va utiliser un outil numérique pour 4 ou 5 élèves et les élèves vont collaborer et construire ensemble avec l'outil numérique. Et donc là, on va voir ce que j'entends par collaboration de manière plus détaillée. Et enfin, au fur et à mesure, on comprend aussi que l'autonomie, avec ces outils, eh bien, il y a un véritable apprentissage qui va se créer. Les élèves vont progresser, vont être de plus en plus autonomes. Alors au départ, sur la manipulation, simplement des applications, et puis ensuite, petit à petit, sur la création et sur la production, voire même sur leur propre évaluation. Et du coup, l'autonomie va faire l'objet d'un objectif, c'est un objectif pédagogique. Et ce n'est plus, comme le disait Mérieux, simplement un prérequis. L'autonomie, c'est un objectif, c'est un apprentissage, bien sûr. Voilà. Et cette autonomie, effectivement, lorsqu'on met les élèves en action et lorsqu'ils créent, eh bien, ils deviennent de plus en plus autonomes. Et ils progressent, et ça c'est visible. En début d'année, on peut mesurer facilement l'écart entre le début de l'année et actuellement. Par exemple, moi, là, avec mes élèves, j'ai 2 classes de 4e actuellement et je vois nettement leur progrès par rapport à la prise en charge de l'activité, à la mise en activité, à la répartition du travail dans le groupe. Voilà, je sens qu'ils sont maintenant complètement autonomes. Ils vont chercher le matériel, ils n'attendent pas que je leur dise allez-y. Ils sont vraiment autonomes par rapport à ça et donc par rapport à l'engagement aussi. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et on va aller voir. Donc, on commence par l'autonomie. Alors, comme je le disais, l'autonomie, elle n'est pas innée. Elle doit faire l'objet d'un apprentissage. Alors, quelles sont les conditions de réussite pour que l'élève devienne autonome? Il faut lui baliser le chemin. Ça, je l'ai dit hier, c'était très important. Il faut absolument, quand vous donnez une activité à un élève, pour qu'il gagne en autonomie, il faut qu'il sache quand ça commence et quand ça se termine. Ça, c'est une des conditions de réussite. Alors, quand je dis quand ça commence, ça va, mais quand ça se termine, il va falloir que vous-même, vous fassiez violence. Ça veut dire qu'avant, vous avez anticipé. Alors, vous anticipez toujours sur... Moi, c'est ce que je fais. Je prends toujours... Je connais ma classe et je sais les élèves qui auront un peu plus de difficultés avec telle ou telle activité. Donc, je vais me caler sur eux et je vais me mettre le curseur sur eux. Et je vais estimer, parce que c'est mon travail, parce que je suis experte dans ma discipline, je vais estimer que pour cette activité, Nicolas, lui, il aura besoin de 20 minutes. Alors que je sais que Paul, peut-être, n'aura que 2 minutes. Et donc, je vais faire un juste milieu et je vais me caler sur... je ne vais pas faire un juste milieu, je vais me caler sur l'élève qui aura besoin de plus de temps, peut-être en me disant que par le contact de Paul, qui va l'accompagner, qui va peut-être l'aider, puisqu'ils vont travailler en collaboration, eh bien, il va finalement être plus performant. Donc, je mesure le temps à l'avance, c'est-à-dire je borne l'activité à la maison, je la prévois, et je me dis, cette activité, elle va durer 20 minutes. Je ne veux pas lui consacrer plus de temps que 20 minutes, n'est-ce pas? Et donc là, par contre, je travaille avec un chronomètre, tout le temps. Et je reste fidèle à ce que j'ai dit. Et vous verrez ce soir à la conférence, je vous donnerai un exemple concret et je vous expliquerai pourquoi ça fonctionne. Pourquoi je décide qu'à un moment donné, j'arrête l'activité, même si tout le monde n'a pas terminé. D'accord?
On verra des exemples très précis tout à l'heure hein, sur la classe inversée. Donc, gros conseil, c'est de borner l'activité. Ensuite, pour que les élèves soient autonomes, hein, comme vous le voyez sur la photo, hein, là, ils sont en train de faire... Ah ben tiens, devinez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Quelle activité sont-ils en train de faire? Bon, on est en cours de français, ce sont mes élèves de 4e, là, de cette année. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vous mets au défi de deviner. Hein? Ils sont en train de faire une carte mentale. Qui l'a dit? Vous étiez là hier, non? Non. Non, effectivement, ils sont en train de faire une carte mentale. Alors, sur quoi? Ben, sur un texte. Hein, sur un texte, je ne me rappelle plus lequel. Peut-être un texte de Conan Doyle, puisqu'on était dans cette activité-là. Et ils ont, en fait, sur chaque post-it, le groupe... Alors, du coup, là, vous avez eu pas de numérique, hein, monsieur? Pour l'instant, il n'intervient pas, là, le numérique. À ce moment-là de l'activité, après, ils vont venir avec l'iPad. Mais là, ils ont tous mis des indices, ils ont tous lu le texte, hein, et ils ont tous repéré des indices en répondant à la question de qu'est-ce qui est important dans ce texte. Alors là, vous avez vu, ils sont sur la couleur jaune. Hein, ils ont tous récupéré des indices sur une thématique qu'ils ont eux-mêmes déterminée. Puis après, ils vont aller sur l'autre porte. Alors, c'est eux qui ont choisi d'aller sur les portes. Hein. Je ne leur demande pas d'aller scotcher sur les portes. Il y en a qui font ça par terre, il y en a qui font ça sur les vitres, il y en a qui font ça sur la table. Hein. Chacun choisit son support. Mais vous voyez, hein, ils sont donc autonomes. Je leur laisse de la liberté par rapport à la manière dont ils vont physiquement aussi occuper l'espace. Donc ces enfants sont en train, effectivement, madame, vous l'avez dit, de faire une lecture analytique, ils préparent une carte mentale et ils sont en train d'organiser tout ça. Donc c'est important, effectivement, aussi de bien donner une tâche aux élèves et elle doit être précise. D'accord? Il y a un attendu, il y a une question et pas 2 et pas 3 et pas 4. Une question, une commande, et j'attends d'être servi, comme au restaurant. D'accord? Moi, j'ai commandé et j'attends qu'ils me livrent le produit. C'est un petit peu imagé ce que je vous dis, mais c'est exactement ça. D'accord? Donc, ils savent où ils doivent aller. Donc, c'est pour ça que quand ils ont pris les post-it, je savais qu'ils savaient où ils allaient. Et eux, ils savent où ils vont. Hein? Ils n'ont pas besoin de venir vous dire, dites, non, non, ils savent où ils vont. Moi, par contre, en les faisant faire, bon, au début, ça surprend. Hein, vous les voyez, ils vont vers la porte, on se dit, tiens, ils vont partir. Puis non, en fait. Hein, donc, c'est à moi aussi de m'adapter à leur façon de travailler. Donc ici, tâche effectuée précise. Et enfin, montrer l'attendu. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai retenu de nos amis québécois. Ils ont l'habitude au Québec de faire ce qu'ils appellent le bump it up. Désolée pour l'accent épouvantable. Le bump it up, si j'ai bien compris, c'est la pédagogie du modèle. Ça veut dire que lorsque je veux faire aux élèves quelque chose de assez complexe, eh bien, moi, je fais la chose avant. Ou je récupère quelque chose qui a été fait l'année précédente. Un exemple, exactement. Alors, pas forcément sur le même sujet, voyez-vous, mais quelque chose qui est à peu près ce que j'attendrais. Et ça, les élèves se projettent. Voilà. Ils se projettent et ils voient, ils mesurent. Ah oui, d'accord. OK, oui, là, il y a du boulot. Là, par exemple, j'ai laissé mes élèves en étude avec un travail à faire. Ils doivent écrire des textes sur Maupassant. Et je leur ai montré mes attendus avant. Et ils m'ont dit, ah oui, là, on a facile 4 heures de travail devant nous. Ah, je dis oui, ça c'est sûr. Et voilà, c'est important d'afficher. Alors, vous pouvez l'afficher sur les murs de la classe ou le mettre sur... Oh, pardon. Oula. Ou les mettre sur le NT, peu importe, ou je sais pas, le blog ou le site du collège, ou un affichage simplement, et leur dire, voilà les enfants, voyez, moi là, je veux vous amener là. Ça sera le travail que j'attends à la fin de la séquence ou à la fin de l'heure. C'est ça que je veux. Alors, ils regardent, hein, ils estiment, ils pèsent. Hein. Ça peut être donc évidemment numérique ou pas. Hein. Mais la pédagogie du modèle, montrer l'attendu, ça me paraît fondamental pour gagner en autonomie. Vous voyez donc, c'est un apprentissage, l'autonomie. Hein. Maintenant, quand vous entendrez dans les conseils de classe en 6e, des professeurs dire « Oh là là, celui-là, il n'est pas autonome ». Moi, j'ai envie de leur dire « Eh bien, vas-y, fais-le devenir autonome. Hein, c'est ton travail. Ça ne s'apprend pas, l'autonomie, enfin.
Enfin, ça s'apprend, pardon, l'autonomie, c'est pas inné. Hein. Alors, il y en a qui sont plus dégourdis que d'autres, évidemment. Hein. Mais enfin, bon, les jeunes sont là pour apprendre quand même, non? Bon. Alors, l'autonomie, oui, ça s'apprend. Et à mon avis, ça passe par ça. Voilà. Il y a peut-être d'autres choses, hein. Mais à mon avis, ça permet vraiment de borner l'activité. Et enfin, le lâcher-prise, c'est ce que je vous ai dit, vous avez compris. Quand je laisse les petits aller sur la porte, je lâche prise, on est d'accord? Hein, je ne suis pas dans la convention de l'école telle qu'elle doit être structurée. Hein, personne ne m'a dit, quand j'ai passé mon concours d'enseignement, personne ne m'a dit, attention, hein, tu signes pour 40 ans, mais tu dois laisser tes enfants silencieux, immobiles et passifs. Hein, et surtout qu'ils ne bougent pas un petit doigt. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Alors au départ, j'ai fait ça parce que j'ai été élève et qu'on m'a dit, tu restes assise, tu te tais et t'écoutes. Bon, j'avais du mal un peu avec l'écoute, hein, mais c'était le schéma qu'on m'a donné. Et maintenant que j'arrive plutôt vers la fin de ma carrière, hein, eh ben, je me dis que oui, je lâche prise et heureusement, et j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. J'aurais évité que pas mal de générations d'élèves s'ennuient dans mon cours. Hein, comme moi-même, je me suis ennuyée, mais alors férocement, dans des cours pendant des années. Hein. Et vous aussi, hein, vous n'étiez pas forcément tous comme ça à écouter tout le monde. Voilà, exactement. Bon, alors, donc le lâcher-prise, ça aussi, rompre avec ces habitudes et ce schéma que l'on a de la classe, c'est vous lâchez prise, vous, d'accord? Et eux, ils gagnent en autonomie. D'accord? On ne peut pas être autonome si je vous ligote là. Ici, madame, désolée, hein, vous êtes au premier rang, tant pis pour vous. Hein. Mais si je vous ligote à la chaise et je lui dis, bon, allez, t'es autonome maintenant? Allez, sois autonome. Bon, elle va me dire, mais attends, tu m'as tout verrouillé, comment tu veux que je sois autonome? Donc, autonome, ça veut dire lâcher prise. Le professeur doit lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait disco-land tous les jours dans la salle de classe, hein, mais il faut qu'il y ait des règles, bien sûr. Mais leur laisser quand même cette possibilité. Vous verrez, ils ne font pas n'importe quoi, les enfants. Quand ils savent ce qu'il y a à faire, bien sûr. C'est l'inactivité qui provoque les écarts. Alors, continuons l'aventure, s'il veut bien. Oui, voilà. Je suis allée trop vite là, non? Parce que ça avance chez vous et pas chez moi. Voilà. Alors, rapidement, des petits conseils techniques pour, en ce qui concerne l'activité bornée. Alors, petit conseil technique, vous avez un outil numérique excellent, c'est les timers. Ça, il faut l'afficher, d'accord? Là, vous en avez plein sur Internet, mais vous pouvez utiliser votre téléphone portable. Hein, mais des petits timers. Alors, celui-là, il est pas mal. Vous en trouvez peut-être des plus élaborés, mais là, c'est simple, celui-là. Et puis, si je veux, quand il m'embête un peu, je peux mettre le tic-tac. Ça, c'est stressant. Hein. Mettez à fond les ballons, mettez 200 watts dans la salle, 2000 watts dans la salle, et tic-tac, tic-tac. Donc là, les élèves, ils sont dans le rythme, hein, comme un EPS. Hein, voilà. Et donc, vous avez en plus, comme un EPS, hein, c'est un chrono, donc le temps écoulé, le temps qui reste. Et de temps en temps, vous êtes un peu sadique, il reste 5 minutes. Et là, vous entendez... Donc ça, c'est un outil qui permet de gagner l'autonomie, hein, je vous rappelle, hein, tout bête. Hein. Investissez aussi quand vous sortez, vous avez peut-être des magasins. Vous savez, en France, il y a la foire fouille, je ne sais pas quoi. Vous avez ça peut-être ici. Ça, c'est super ça. Alors vous allez me dire, ah, mais oui, mais si tu as ça, tu n'as pas besoin de ça. Oui, mais non, parce que quand l'enfant, quand il y a le lâcher-prise, là, ils sont restés devant la porte, mais des fois, ils peuvent aller dans le couloir. Alors, ils ne sortent pas sans le cocotier, hein. Sans le minuteur, le cocotier, n'importe quoi. Ils prennent le minuteur. Ah oui, oui. Alors, on a 6 minuteurs. J'ai investi une fortune. Hein. Et donc, quand les élèves ont une tâche à faire et qu'il faut faire un enregistrement, par exemple, ou une vidéo, hein, en sciences, par exemple, ça peut arriver de demander aux élèves de faire une petite vidéo sur, je ne sais pas, comment ? Présenter le fonctionnement d'un modèle. Voilà, par exemple. Et donc là, les élèves partent avec le minuteur. Là aussi, c'est tic-tac, tic-tac. Hein. Et donc, il y a le minuteur du professeur. 20 minutes, c'est parti. Et ils reviennent, évidemment, il y a la sonnerie, là, agréable.
Et donc ça, c'est tout bête, on ne le dit pas dans les formations, on ne va pas faire aux jeunes enseignants. Bon, alors aujourd'hui, nous allons apprendre l'autonomie. Donc, vous allez tous acheter un minuteur. Mais en fait, c'est des outils pratiques. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas une théoricienne. Hein. Moi, je suis une femme de terrain, j'ai expérimenté des choses qui fonctionnent et c'est pour ça que je suis là, hein, pour les partager. Alors, autre chose, dans la pédagogie aussi, quelle plus-value dans l'autonomie, la tâche à effectuer. Bon, j'ai parlé évidemment du modèle et je parle aussi de ce que la petite est en train de faire, c'est-à-dire un plan de travail. D'accord ? Un plan de travail, qu'est-ce que c'est ? Un plan de travail, c'est une feuille de route pour l'heure, d'accord ? Ou pour les 2 heures, ou pourquoi pas pour la séquence. Donc, un plan de travail, bon, ben, c'est quoi ? C'est un accès, il y a des ressources. Donc, vous pouvez, par exemple, en maths, mettre un petit QR code avec des exercices. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être les exercices en ligne, mais si vous n'avez pas Internet, comment vous allez faire? Alors, ça peut être tout simplement pour aller plus vite, pour que l'enfant soit autonome. Ça peut être la capture d'écran du manuel. Vous avez fait une photo de l'exercice. Alors, ça évite déjà aux gamins de dire « Moi, je n'ai pas mon manuel ». D'accord? Mais c'est surtout pourquoi ça permet d'aller plus vite. Le gamin scanne, hop, il voit l'exercice 2, page 124, il est là. Et donc, ça veut dire qu'il ne perd pas de temps à chercher la page. En fait, tout est compté hein, quand on travaille avec le temps. Et le minuteur de chez la Foire Fouille, il ne pardonne pas. Hein. Donc, il faut que ça aille vite. Et l'élève, il sait directement où il doit aller. OK? Et ça vous permet de faire de la différenciation. Pourquoi? Parce que Paul, vous pouvez lui demander de faire le numéro 2. Mais Mathilde, elle, vous pouvez lui faire le 2 et le 4. Donc, sur le petit QR code, et on verra si vous... Là, c'est pour faire ma pub pour l'atelier les outils techniques. Vous pouvez tout à fait... On apprendra à faire un QR code. Hein, on fabriquera un QR code un peu plus sophistiqué. Mais on peut faire ça très facilement. Et donc, le jeune peut très bien, sur son plan de travail, avoir sa feuille de route, voilà, et faire avancer au fur et à mesure, répondre. Alors, ça peut être numérique ou pas, hein, ça peut être du papier. Mais le QR code en soi... Même si c'est sur du papier, c'est quand même un outil numérique. Au départ, hein, vous l'avez fabriqué pour le jeune. Donc ça aussi, ça permet de gagner en autonomie. Et c'est ce que fait la petite, là. Voilà, elle est en train. Alors en plus, là, vous voyez, nous, on a la possibilité, ben vous aussi d'ailleurs, hein, d'utiliser les téléphones des élèves dans des fonctionnements pédagogiques. Alors vous savez, maintenant, c'est réglementé par le ministre, hein, qui est revenu sur l'article 333B, je crois, du Code de l'éducation, dans lequel il a été dit au mois de février, puisque ça a été réédité en février, il y a eu toute une polémique, hein, vous en avez entendu parler. D'abord, le ministre arrive en disant « Non, pas de téléphone portable ». Puis après, rapidement, le service du numérique éducatif du ministère, dans lequel je travaille un peu, on dit « Non, mais attendez, monsieur le ministre, vous vous rendez compte, si on commence à interdire le portable, il va falloir... employer des gens au début de l'heure, de la matinée, à la fin de la matinée. Il y a toute une infrastructure, il va falloir les ramasser, mettre dans des caisses. Qui le fait? Combien de temps ça prend? Bref, affreux. Puis après, rapidement, il est revenu là-dessus et a parlé du téléphone portable qui peut être effectivement utilisé dans un cadre pédagogique ciblé, bien sûr, annoncé dans le conseil d'administration de l'établissement, mais c'est tout à fait légal. Là, vous voyez, là, vous ne pouvez pas me dénoncer. Je suis dans la légalité, la petite, et dans un travail avec un réseau. Elle n'a même pas de réseau, d'ailleurs. Elle écoute un enregistrement qui était sur le QR, et voilà. D'accord? OK. Alors, on avance. Le lâcher-prise, donc j'ai parlé tout à l'heure de la tâche effectuée précise, et le lâcher-prise, c'est par exemple ça, hein, c'est-à-dire ces 2 enfants qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin de moi. Je suis là juste pour faire des photos, vous avez remarqué, je suis reporter photo, et ils sont en train de faire une vidéo pédagogique, alors avec un fond vert, et ils travaillent pour vous donner une indication, parce que vous voyez un footballeur là, ils font des fake news. D'accord? Ils sont en train de faire des fausses nouvelles. Et donc là, évidemment, je les laisse faire. Le lâcher-prise, c'est se dire, bon oui, ils ont un outil de 400 € peut-être entre les mains, mais je leur fais confiance. Hein? Ah oui, c'est eux qui parlent, pardon. Je me disais, qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors, la créativité maintenant, comment la développer avec le numérique? Alors, ce qui est important, c'est la créativité, elle va s'exercer sur ce qu'on appelle le chef-d'œuvre.
En classe inversée, on appelle ça le chef-d'œuvre, c'est-à-dire la production. À chaque fois qu'on étudie quelque chose, on aboutit toujours à une production, plus ou moins dense. D'accord? Alors la production, qu'est-ce que c'est? Quelle forme elle peut prendre avec le numérique? Et c'est là que, évidemment, je dis, et je l'ai dit tout à l'heure à monsieur, c'est là qu'il y a un peu plus de possibles. Concrètement, ça numérique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait faire aux enfants si on n'a pas de numérique? Alors, production écrite, donc sur feuille, essentiellement. Et puis, l'oral, comment? Des performances, oui. Alors, sous quelle forme? Ah, dites pas vidéo, hein? Dites pas vidéo, sinon on est avec du numérique. Non, mais c'est en art. En art? Ah oui, bah oui, bien sûr. Hein, on peut effectivement créer. Alors, avant, la créativité, on disait ça, c'est l'affaire des arts. Arts plastiques, éducation musicale. Et puis, finalement, avec le numérique, on s'est rendu compte qu'on ne fait pas des... Alors, certes, j'ai employé chef-d'œuvre, ça vous a peut-être choqué. Mais maintenant, effectivement, on arrive à créer autre chose que du conventionnel. Parce que pendant des années, quand on a parlé de production, on parlait souvent d'évaluation, n'est-ce pas? On liait la production à l'évaluation. Avec le chef-d'œuvre et la créativité que nous offre le numérique, maintenant, on peut aussi demander, et ça serait pas mal de le retenir, ça, que la production n'est pas forcément à évaluer. Pas tout le temps. Laissez les enfants produire sans pour autant demander absolument à mettre derrière une note. Sinon, vous bridez la créativité. Forcément. Allez demander à Gauguin si un riche américain arrive en disant bon, mais moi je voudrais une œuvre qui est comme ça, comme ça, comme ça, et je vous paye tant de dollars, je ne suis pas certaine, enfin je n'étais pas amie intime avec Gauguin, mais je ne suis pas certaine qu'il aurait accepté. Parce que ce n'est pas ça créer, ce n'est pas ça l'art. Hein. C'est laisser le fameux lâcher prise aussi, hein, laisser rentrer un peu d'imaginaire là-dedans. Et si vous êtes systématiquement dans une évaluation, eh bien forcément, cette création numérique, eh bien, elle va perdre finalement beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, je ne suis pas en train de généraliser, mais pensez-y. Moi, avant, production égale évaluation. Maintenant, production, c'est aussi produire pour montrer ce que je suis capable de faire. Voilà. Et je n'ai pas forcément de crainte à avoir. On ne va pas me classer, on ne va pas me hiérarchiser dans une liste de notes. Je produis mon chef-d'œuvre. Alors, par exemple, en voici un. Vous avez parlé de la vidéo. Alors, évidemment, quel support? On va parler de vidéo. Alors, toute forme de vidéo, parce qu'il y a il y a les vidéos narratives, hein, qu'on va utiliser, par exemple, en histoire. Il y a les vidéos explicatives que l'on va utiliser en sciences. Il y a les vidéos informatives qu'on va utiliser, par exemple, ici, en français. Et puis, après, il y a les vidéos descriptives aussi, les portraits, par exemple, qu'on peut faire en langue. Enfin, il y a tout. À chaque forme de discours correspond à un type de vidéo. Hein. C'est pas je fais de la vidéo pour la vidéo. C'est encore une fois, j'ai un objectif. Donc, de la description, de la narration, de l'explication, de l'information. Pourquoi pas de l'injonction aussi, hein, quand on veut faire un tutoriel, exactement. Hein, tout à fait. Donc, vous voyez, la vidéo est un outil qui correspond aux formes de discours. Mais là, du coup, on peut travailler sur des compétences d'oralité individualisées et on peut aussi le faire juste avec de l'audio dans certains cas. Et du coup, ça, c'est une plus-value du numérique. Puis ensuite, évidemment, dans la partie création, aujourd'hui, on est capable de travailler avec d'autres outils autres que la vidéo. Par exemple, tout le champ des images mentales, hein, par exemple les sketchnoting. Alors, sketchnoting, tout le monde voit ce que c'est que le sketchnote. Le sketchnote, c'est, vous voyez un petit peu comme les images mentales, hein, les cartes mentales. Alors, c'est un petit peu la même chose. On va prendre des notes, hein, on va condenser ce que l'on a retenu en écrivant, en dessinant
en dessinant, hein, en faisant des petits dessins et en faisant peut-être relier les dessins à des mots, les mots qui vont partir sur d'autres bulles. Enfin, tapez Sketchnote sur Internet, vous verrez. Alors ça se fait bien avec le numérique. Ça se fait très bien avec le numérique parce que justement, on peut effacer. Hein, avec le stylet ou même avec son doigt. Avec le doigt, c'est un peu moins pratique, mais on peut effacer. Et il y a des enfants qui vont être naturellement, au lieu de faire des cartes mentales, eh bien, ils vont être plus dans le sketchnoting. Ça arrive. Et puis, il y a l'infographie. Hein. On peut, par exemple, résumer ce qu'ont fait les élèves de 3e cette année. Ils ont résumé un chapitre en histoire-géographie pour la révision du brevet des collèges. Et ils ont fait ça, le professeur leur a fait faire des infographies par chapitre. Et ils ont présenté les choses de manière un peu plus condensée. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas les détails, mais simplement avec le retour visuel de l'infographie, qui est donc une forme de présentation, eh bien, ils vont récupérer évidemment le contenu qui se trouve derrière, un peu comme dans un diaporama où vous mettez le titre et une photo, et hop, vous savez, vous, ce que vous avez, comme je suis en train de faire, je sais ce que j'ai à dire. Voilà, je n'ai pas écrit tout ce que je vous dis. Alors, voici un exemple, là, un exemple concret de vidéo type informative. Si j'arrive à la lancer. Ça va le son? On se retrouve sur Mika TV pour une nouvelle émission. Je vais maintenant vous présenter les titres de l'actualité. Nous commencerons par Un ours en Californie. Le reportage sera intitulé Un enfant naïf. Et nous finirons par le dernier reportage, Un enfant possédé. Ensuite, un reportage de Rodrigo Larry-Killian se déroulant en Californie et qui traite d'un ours en liberté. Voici une dame qui a percuté un ours en Californie. Donc voici sa voiture, hein. Ses dégâts sont vraiment considérables. Elle a percuté un gros ours comme celui-là. Donc voilà, vu les dégâts, lui aussi il a dû souffrir. Il traversait la route quand elle l'a percuté. Voici un témoignage de la dame. Je roulais à 100 quand j'ai percuté de plein fouet une ours. J'ai gravement été touché au bras, j'ai risqué une amputation et j'ai eu quelques contusions à la tête. J'ai failli pas m'envoler. Ensuite, ils ont appelé la fourrière et donc a attrapé l'ours. Voici, donc ils l'ont mis en cage. Ils l'ont mis en cage pour qu'il ne crée plus d'accident sur la route de Californie. Bon, voilà. Pour continuer, l'OBLE qui va nous présenter l'histoire d'un enfant naïf dont on ne viendra pas l'identifier. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est parti d'une image. Hein, une image qui avait été envoyée par une autre classe. Hein. On avait travaillé avec une collègue de Bourges, hein, que je connais maintenant, mais au départ, je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pour ça que c'est important, des événements comme Ludovia, parce qu'on rencontre des gens. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. Je lui ai dit, bah, tu fais faire à tes jeunes des photos banales, et moi, pareil. Et avec ces photos, on va les distribuer aux élèves, et ils vont écrire une histoire, une fake news. Alors, la photo qu'eux avaient reçue, c'était la photo, non pas d'un ours, mais d'une plaque qu'un jeune avait dû photographier, qu'il avait mis dans sa chambre. Une plaque américaine, vous savez, qui annonçait... On le voit d'ailleurs derrière l'interview du jeune en noir, là, qui traversait des ours, voilà. Et ils sont partis de là. Alors, ils sont partis d'abord par l'écriture d'un fait divers à l'écrit, classique, et après, ils sont passés sur de l'oral. Donc là, on est sur de l'oralité, ça se sent, hein, il y a de l'hésitation, et ils sont partis sur la création d'une vidéo pour rassembler ensuite, faire un journal télévisé. Voilà, ça c'était une plus-value. Alors la plus-value, c'est l'engagement. Bien entendu, vous l'avez compris, les enfants, quand ils sont dans ce type d'activité, ils vont avoir un temps à respecter, il va falloir travailler vite, il va falloir être efficace, il va falloir se répartir la tâche aussi. Et du coup, l'engagement est bien présent et la créativité, bien sûr, est facilitée. Alors, quand je parlais d'image mentale, ben voilà une, hein, c'est un exemple. Donc, quand je parle de créativité, si je synthétise ce que je viens de vous dire avant de passer à la suite, qu'est-ce qui est créatif avec le numérique? Quelle pédagogie avec le numérique pour la créativité? C'est la possibilité de passer sur des supports visuels, infographie, c'est ce que je vous ai dit, les types de vidéos, les images annotées, les supports sonores, bien sûr, le podcast et la radio.
Hein, ça, c'est aussi plus-value numérique évident. On fait de la radio avec un simple téléphone portable. Hein. Un simple enregistreur suffit. Et puis le support écrit, alors outre les cours, comme vous avez dit, classiques sur feuille, on peut aussi écrire sur des vitres, écrire sous forme de parchemin. Alors là, on sort du numérique, mais varier les supports écrits, c'est aussi développer la créativité. Et puis créer aussi comme on l'a vu avec la radio, avec la vidéo là, c'est-à-dire des déclencheurs. Hein, ce qui va motiver l'élève, c'est le déclenchement, hein, c'est-à-dire le départ. Quand on lui propose et qu'on lui commande le produit, on va lui dire, ben là, ça y est, tu es jeu de rôle, vous êtes une chaîne télé, il va falloir trouver son nom, son logo et créer donc un petit journal télévisé et un petit scénario. Exactement. Allez, on passe à la suite parce qu'il me reste peu de temps. Il faut que j'accélère un peu. Alors voici donc des images de créativité en variant les supports donc, sur les vitres. Là, ils sont en train d'écrire des poèmes sur les vitres de la classe, avec des feutres particuliers. C'est des feutres craies, et ça, c'est tout à fait remarquable, les feutres craies, parce que ça ne laisse aucune trace, ça s'essuie très facilement, et les enfants prennent plaisir à changer de support aussi. Hein. Ils aiment bien travailler avec l'outil tablette, mais pas que, hein, aussi. Voici, voilà, j'aurais dû vous la montrer tout à l'heure. Ça, c'est une infographie qu'ont réalisé un groupe d'élèves. On travaille sur les fake news, justement, et avant, on a travaillé sur les sources. Et donc, c'était une recherche, ils ont fait une recherche documentaire, et je leur ai demandé, ils se servaient du site de l'AFP, qui est très, très bien fait, et voilà ce qu'ils ont fait. Voilà. Ça, c'est avec PowerPoint, hein. C'est une seule diapositive, c'est très facile à faire, et du coup, ça permet de synthétiser rapidement l'information. Là, j'en ai parlé, je vais aller vite. Ici, c'est quand ils dessinent. Hein, on a parlé du sketchnoting. Là, la petite, elle est en train de dessiner et elle s'enregistre en même temps. Elle a lu un livre, donc je leur fais lire des livres en dehors de ma présence. Et quand ils viennent en classe, au bout d'un mois, quand ils ont lu le livre, ils ont une activité, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont chaque fois la surprise, la découverte. C'est chaque fois nouveau. Et là, cette fois-ci, j'avais demandé aux enfants de raconter et de dessiner l'histoire qu'ils avaient lue en même temps. Et du coup, Emma, elle était encore plus triste. Elle essayait de vanter des affaires et faisait des petits boulots par-ci par-là. Puis un jour, elle alla voir Monsieur Homé, le pharmacien du village, et lui demanda de l'arsenic en poison. Elle écrivit une lettre. Et au moment où ces convulsions commençaient à cause de... Voilà, donc vous voyez en fait qu'est-ce qui se passe. Ça c'est quelque chose que j'ai piqué aux collègues d'anglais. J'avais vu ça en anglais, elles faisaient ça les collègues. Ils appellent ça du Draw My Life. Hein, il y a des profs d'anglais ici? Draw My Life, oui. Vous connaissiez cette technique? Alors là, ça sert pour le portrait en fait, hein, pour se raconter avec le vocabulaire de la famille, etc. Alors du coup, j'ai vu ça, je me dis, mais c'est génial. Ce que j'avais repéré, au départ, je me disais, c'est compliqué. Mais non, parce qu'en fait, l'enfant, il prend le temps. Parce que ce qui fait peur aux élèves dans la production orale, c'est le blanc. Hein, quand ils ne trouvent pas le mot, ils cherchent les mots, ils n'ont pas le vocabulaire, ils concluent en disant, bon, et voilà. Et là, vous dites, mais t'as fini? Oh oui. Alors que non, il sait qu'il n'a pas fini. Mais il va vous dire, oui, j'ai fini. Et c'est ça qui les terrorise, c'est le silence. Et là, le silence, il est comblé par le geste graphique. Alors bien sûr, madame, bien sûr, ce n'est pas des chefs-d'œuvre artistiques, hein, mais ce n'est pas le but. Hein. Ce que je recherche, c'est qu'il me raconte l'essentiel en dessinant rapidement et comble le silence, en fait, avec le geste. La petite, quand elle dit il écrit une lettre, elle ne sait pas trop ce qu'elle va dire après, mais ce n'est pas grave, elle dessine. Alors ça enregistre cette affaire-là, ça enregistre la voix et le dessin en même temps. Hein. Donc à la fin, ça génère une vidéo. Alors, la radio, on peut faire de la radio avec de l'orthographe. Ça aussi, c'est une créativité intéressante. Alors voici un exemple, un extrait. Experte en mathématiques de couleurs, et elle nous dit tout sur les couleurs. Alors, Madame Becherel, expliquez-nous tout. Bonjour, je suis Madame Becherel et aujourd'hui nous allons parler des adjectifs de couleurs.
Quand le nom est au pluriel, l'adjectif de couleur prend un S. Seulement, il y a des exceptions. Marron, orange et cerise sont des couleurs qui ont un double sens. Exemple, orange est un adjectif de couleur, mais aussi un mot. Hop là, pardon. Alors, vous voyez, c'est une façon de faire. Quand on a fini la leçon, quand ils ont fini de construire la notion, ils vont laisser une trace, donc le chef-d'œuvre, hein, ça fait partie de ça, sous cette forme-là. Voilà. Et ils ont le choix. Ils peuvent prendre l'infographie, ils peuvent prendre le Doma Life, comme on a vu, ou ça, ou autre chose. Allez, on accélère la collaboration. Alors, la collaboration aussi, c'est une des plus-values, puisqu'on va pouvoir faire la même tâche en même temps. Alors, tout à l'heure, vous avez vu l'histoire avec les post-it. Hein. Effectivement, avec les post-it, les élèves vont pouvoir faire des propositions. Voilà, ils vont coller leurs post-it. Et ensuite, la tablette va arriver. Et la tablette va permettre de scanner les post-it. Tous en même temps. Et de pouvoir les présenter en suivant. Alors, rapidement, une petite démonstration. Je vais prendre quelques post-it. Alors, on peut scanner ou faire une photo aussi. Hein. Mais ça permet d'aller assez vite. Attends, je vais les rapprocher parce que du coup, comme je suis liée au fil, ça ne va pas être pratique. Voilà, alors je vais utiliser une application iPad qui s'appelle Post-it. Hein, comme son nom l'indique, mais on n'est pas obligé de le faire avec Post-it. Avec des Post-it de la marque, je veux dire, on peut prendre des... Voilà, des choses plus... Oui, c'est très bien. Voilà, est-ce que tout le monde voit ? Voilà, donc ici, je fais prendre une photo en appuyant sur le bouton orange. Voilà. Normalement, il y a quelque chose d'écrit dessus. Et ça va les scanner. Voilà. Et donc, les élèves, en fait, éventuellement, même s'il me manque quelque chose, s'ils se rendent compte au dernier moment qu'ils ont oublié un indice, hein, ils vont pouvoir en rajouter un. Cette fois-ci, il est virtuel. Voilà. Et après, ce qui est intéressant pour la carte mentale, c'est qu'après, effectivement, ils peuvent faire des groupes. OK ? Alors, c'est une application qui s'appelle Post-it. Elle est sur iPad, hein, mais il faudrait chercher après et sur téléphone, hein, sur téléphone aussi. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50. Hein, une application suffit. Et elle est gratuite en plus. Hein, c'est une application gratuite dont les élèves, vous voyez, le numérique, la plus-value, vous voyez, monsieur, hein, c'est la photographie, en fait. Hein, le fait de photographier, de classer. Moi, j'aime bien le côté manuel. Hein, je fais, je place, etc. Vous avez vu les enfants à la porte, là. C'est ce qu'ils ont fait après. Hein, ils sont venus, ils ont photographié pour qu'après, tout le monde puisse le voir. Voilà. Bref, encore une petite astuce pour la collaboration. J'avance et je vais passer maintenant à la dernière, parce que vous avez vu l'heure. Il me manque à vous montrer la mise en activité. Et je finis par ça. Alors, pour moi, la mise en activité, donc on a vu, hein, la créativité, on a vu la différenciation, on a vu la collaboration, et le dernier point que je voulais vous montrer, l'activité. Alors, pour l'activité, à mon avis, hein, pour que ça soit efficace, encore une fois, il faut la limiter, c'est-à-dire la limiter dans le temps, cibler la tâche, c'est très important. Et puis alors, quelque chose qui me paraît fondamental, plus j'avance dans ma carrière et plus je me dis que c'est là où j'aurais dû m'en rendre compte avant, c'est de laisser le choix. À l'époque, on dirait que je parle des temps préhistoriques, mais quand j'étais jeune, on me disait, bon, tu fais ta leçon, et puis après, tu fais ton évaluation. Et l'évaluation, c'est la même pour tout le monde. Oui ou non? Bon. Du coup, il faut que tout le monde soit prêt en même temps. Hein. Et s'il y a des profs de PS dans la salle, eux, ils savent ça, que ça, c'est pas possible. D'abord, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, hein, n'a pas développé les mêmes compétences. Et puis surtout, évaluer tout le monde en même temps, tout le monde n'est pas prêt. Un sportif, quand il y a les Jeux Olympiques, bon, il faut qu'il soit prêt pour les Jeux Olympiques, pour la course du 100 mètres, mais il va falloir que pour certains, ils vont s'entraîner 2 ans avant, parce qu'ils vont avoir un plan de progression établi sur 2 ans.
D'autres vont s'entraîner de manière plutôt fractionnaire et puis d'autres vont s'entraîner peut-être plutôt plus proche de l'événement. Chacun a son rythme. Or là, effectivement, le rythme est le même pour tous. Donc, se dire la rédax c'est demain et c'est pas après-demain. Est-ce que c'est bien ça? Maintenant, j'ai compris que non. C'est-à-dire que je donne, quand je veux faire un chef-d'œuvre final, alors pas un petit, hein, quand il y a vraiment une évaluation derrière, eh bien, je vais la donner suffisamment en avance. Je vais donner le plan de travail qui va avec, et puis l'enfant va me le rendre. Alors, il va avoir une période quand même. Hein. Il va avoir une période de 4 à 5 semaines ou 6 semaines, et il devra la rendre pendant ces 6 semaines. Mais tout le monde ne la rendra pas forcément en même temps. Alors, attention, la production... elle peut être numérique ou pas, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je vais leur laisser le choix. Et maintenant, j'ai aussi décidé de leur laisser le choix sur le sujet. Effectivement, sur le programme annuel, vous avez des compétences à viser, d'accord? Mais je décide, quand je donne une évaluation, de donner plusieurs types de sujets qui correspondent à des compétences un peu différentes. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple concret, et les élèves vont avoir le choix. Je sais que dans ce que j'ai donné, là c'est de l'écriture, hein, j'ai donné 7 sujets d'écrit différents, 7 sujets qui correspondent à des compétences d'écriture différentes. Mais je sais que ces compétences-là, d'abord, on les a travaillées en amont, ok, et je sais qu'elles devront être atteintes à la fin du parcours. Donc, un enfant, comme je l'ai dit, par exemple, sur une compétence qu'on a traitée, qu'on a vue en janvier, certains l'ont vue une fois, ils vont l'avoir maîtrisée, d'autres non, il va falloir qu'ils le revoient plusieurs fois. Donc, en leur laissant la palette, un peu comme au restaurant, eh bien, selon ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils estiment être capables de faire, ils vont le choisir. OK ? Alors là, ça demande une infrastructure au niveau de l'évaluation. Ça veut dire que, au lieu d'avoir un agencement de devoirs, type rédaction numéro 1, rédaction numéro 2, dictée numéro 1, dictée numéro 2, au lieu d'avoir une répartition de devoirs chronologiques, je vais planifier à l'avance, c'est-à-dire en début d'année, j'ouvre mes colonnes dans mon cahier de notes, d'accord? Et je vais mettre le type de devoir. C'est-à-dire que je vais mettre le devoir sur l'écriture suite de texte. Je vais ouvrir un champ. Ensuite, je vais ouvrir un devoir sur l'explication. Je vais ouvrir une note, enfin une colonne. Et alors ensuite, eh ben, en fonction de mes élèves, Paul va décider de faire la suite de texte. Je vais lui mettre son évaluation dans la suite de texte. L'autre aura choisi l'explication, je vais mettre l'évaluation dans l'explication. Donc en gros, ça demande une gymnastique. Je ne sais pas si j'ai été claire. Hein. Ça veut dire qu'au lieu de dire je fais la suite de texte, tout le monde est évalué sur la suite de texte, j'ouvre une colonne dans mon cahier de notes, j'écris suite de texte numéro 1 et tout le monde est évalué sur la même, eh bien non, je ne fais pas ça. J'ouvre plusieurs colonnes en début d'année, je sais que je vais avoir tant de choses à évaluer et je laisse la possibilité à chaque devoir aux enfants de s'évaluer sur ce qu'ils veulent. Par contre, attention, quand j'ai décidé, à un moment donné, quand Paul réussit la suite de texte, il a réussi 2 fois, je lui enlève la suite de texte. Lui, c'est bon, d'accord? Il passe à autre chose. Donc, mon cahier, en fait, c'est un gros cahier de notes, un énorme cahier de notes, avec toutes les évaluations de l'année. Vous voyez ou c'est pas clair? J'ai l'impression que c'est clair? Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une évaluation de masse, hein, de classe, je vais avoir plus... Je sais, moi, ce que je veux évaluer quand même. Hein. C'est chaud, c'est compliqué hein, au départ. Il faut être rigoureux. Hein. Oui, il faut être méthodique. Hein. Il faut être méthodique. Il faut surtout s'obliger à planifier son année scolaire. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies ta progression annuelle, que tu saches que sur telle séquence, tu veux évaluer ça, ça, ça et ça, d'accord?
Et puis après, en fonction de ça, tu organises tu vois, ton cahier de notes, tu l'organises. Hein, donc tu achètes un gros cahier de notes, hein, ou moi je l'ai en numérique, c'est plus simple. Et c'est effectivement un plan de suivi individualisé. Alors je vous montre un truc concret ou pas? Oui. J'entends pas, pardon? Ah non, il y a plus de cours magistraux. Non, non. Vous faites en duel avec Alors, la partie apprentissage, si tu veux, la partie apprentissage, si tu veux, tu verras ce soir, puisque je vous montrerai, là je vous montre, faites beaucoup les productions, hein, on est plus dans la production, mais ce soir vous verrez donc la construction du cours, qui est donc en classe inversée, où il n'y a évidemment pas le cours magistral, par contre, c'est quand même, il y a un programme, tu vois, il y a une progression, c'est pas du n'importe quoi. C'est-à-dire que je découpe mon année, moi, par des morceaux de 4 à 6 semaines. J'ai des thèmes, un peu comme dans les autres matières. Je fais mon thème, enfin, j'organise pour que le thème se fasse. Et à la fin du chapitre, si tu veux, je ne sais pas, t'es prof de quoi? Dans le primaire, voilà. Oui, ben, dans le primaire, on fait beaucoup ça. Des plans de travail individualisés. Mais c'est un boulot terrible, hein. Oui, il faut y aller doucement. Hein. Tu commences progressivement. Oui, humble, exactement. Et après, donc, dans la tranche que j'ai donc délimitée en 6 semaines, moi, je monte les élèves en compétences sur tel ou tel point. D'accord? Il y a plusieurs points que je vais monter. Et dans l'évaluation, je propose, d'accord, l'ensemble des points. Et à eux de choisir le point sur lequel ils veulent être évalués. Tu comprends? Oui, on va voir un. C'est que peut-être on trouve souvent une petite partie d'élèves individualisés, mais l'ensemble de la classe, on va le voir ce soir. On va le voir. Alors toi, tu as le plan de travail individualisé que tu as vu comme la petite tout à l'heure, on l'a vu avec le téléphone là. Elle a son plan de travail sur 4 semaines. Tu vois, elle va avancer à son rythme. Elle va choisir ses pistes en fonction de ce qu'elle veut faire ou à quel moment elle veut les faire. Et puis après, tu as des moments, on va dire, où tout le monde va travailler la même chose aussi en même temps. Hein. Tu vois, ça va être... ouais, c'est pas tout le temps. Mais il faut borner sur qui alors? Sur l'élève le plus en difficulté ou... Non, parce que quelle est la place de l'élève en difficulté? Alors, quand tu fais... Ben, la place de l'élève en difficulté... Ah oui, oui. Là, quand tu fais un plan de travail individualisé, en règle générale, ça s'organise par piste. Tu vas avoir plusieurs entrées. Alors, soit tu peux les flécher en mettant des couleurs, par exemple en disant la piste noire à la piste verte, ou alors, comme moi, tu décides de ne pas les flécher, c'est-à-dire d'en proposer plusieurs, et les élèves vont rentrer dans un parcours. Ça va être un parcours difficile. L'élève va sentir qu'il va tout de suite bloquer, et il va ouvrir vers un autre chemin. Donc, quelle est la place de l'individu qui a des difficultés? C'est que pour lui, il va y avoir un chemin qui sera balisé. Alors, il y aura peut-être plus de coups de pouce, il y aura peut-être plus de QR codes avec des aides ou des petits, à la limite, une petite vidéo explicative. Tu vois, tu vas pouvoir aménager des parcours où il y aura un peu plus d'aide, alors que d'autres seront plus dans de l'autonomie. Mais alors moi, j'ai l'habitude de ne pas dire à l'enfant en difficulté, toi, tu vas sur celui-là. Tu vois? Je le laisse faire. Et alors, il y a des... Tu verras, j'en montrerai ce soir. Hein, vous en verrez un vraiment concrètement. Tu verras, il y a des... Ça se présente comme un plan de la route, hein, comme un plan. Et tu as des passages. Tu as des passages d'un chemin à l'autre. Alors là, je vous montre concrètement pour l'évaluation. Hein. Là, c'est un travail qu'ils sont en train de faire. On a travaillé sur cette nouvelle de Maupassant, on est en 4e. Hein, et les élèves doivent créer de l'hypertexte. Alors l'hypertexte, c'est prendre sur le texte numérique, mettre des liens, en fait c'est un diaporama. Hein, il y a le texte d'abord. Et sur le texte, sur les diapositives où il y a le texte, ils ont rajouté des petites mains à des endroits précis. Et quand on clique sur la petite main, eh bien ça envoie vers... Quoi? Eh bien, vers une production écrite. Alors, je vais vous la montrer parce que je les ai là.
Je les ai corrigés dans l'avion. Enfin, j'étais en train de les regarder dans l'avion. Donc, je les ai là, je vais vous les montrer. Je suis en train de perdre ma voix. C'est la clim. C'est la clim qui fait ça. Alors. Après, je conclue, parce qu'on me fait signe au fond de la salle que c'est terminé, qu'il faut que je plie boutique. Voilà le diaporama. Donc, voilà ce qu'ont les enfants. Hein. Les enfants ont ça, ils ont la consigne. Donc, ils vont devoir produire des écrits, des oraux tout au long de la séquence. Vous n'écrirez pas les mêmes textes, mais vos productions devront s'insérer dans la nouvelle de Maupassant. Vous placerez le symbole suivant aux endroits où vous devrez insérer vos écrits, puis vous relierez le symbole par un lien à votre page. Alors, voilà les productions. Vous pouvez faire une description de la ferme. Ça se passe en Normandie. Hein. Vous pouvez faire un portrait d'un personnage secondaire. Vous pouvez faire la suite de texte. Vous pouvez faire la page du journal intime de Madame Magloire, qui est l'héroïne de l'œuvre, le contrat final du notaire, donc un écrit beaucoup plus administratif, forme de lettre, la lecture théâtralisée, ça c'est un oral, un dialogue, et vous avez la recette de la fabrication de l'eau-de-vie, puisqu'il s'agit d'alcool dans la nouvelle. Et voilà ce qu'ont fait les enfants. Donc, j'avance, je vais vous montrer un truc fait, voilà. Donc là, sur le groupe, ils ont travaillé en groupe. Alors, ils ont chacun écrit individuellement, hein, mais ensuite, ils ont regroupé. Donc là, par exemple, 3 punaises vertes, c'est la description. Vous voyez, ils ne l'ont pas placé au même endroit. Et donc, si je clique sur la punaise, on va voir l'écriture d'un élève qui a fait donc son travail de description. Ils sont en quatrième. Hein? Oui, ils sont en quatrième. Là, ici, il y a du noir, c'est quoi? Ah, c'est la lecture. Donc là, donc, une compétence de lecture orale, ça aussi, ça fait partie des attendus. Et si je reviens sur là, voilà, là par exemple, le violet, je ne sais même plus ce que c'était. Ah oui, c'est le dialogue. Et puis... je voulais vous montrer le... Ah voilà, ça. Ça, c'était la recette. La recette de l'eau-de-vie de pomme. C'est une autre compétence. Hein. Ça n'a rien à voir avec la description. Donc là, lui, là, hein, cet élève, il s'appelle Thomas, là, celui qui a fait ça. Dans la compétence écrit explicatif, lui, il a son évaluation. Alors attention, hein, sur toute la liste, il devait choisir 4 écrits différents. D'accord? Et chacun choisit. Et ça, alors pourquoi je vous dis c'est important? Parce que du coup, le fait de donner le choix, ça permet de faciliter la mise en activité. Hein? Et alors les motiver, oui, oui, mais surtout là, ils commencent toujours par ce qu'ils préfèrent. Voilà. Et après, ben, ils font en fonction de leur goût. Et là, ils sont en train de finir aujourd'hui, là, normalement. Enfin, là, ça y est, ils ont fini, puisque avec le décalage horaire. Et... mais vous voyez, c'est ça l'idée. C'est vraiment une autre façon de travailler. Hein. Et donc ce travail-là, ils le font en classe? Là, ils le font, à moi, que en classe. Ah non, non, non. Moi, tout se fait en classe. Il n'y a rien qui se fait à la maison. Non, non, non. Rien ne se fait à la maison, parce que sans ça, à la maison, complètement. C'est ce que je vous dirai ce soir. Hein. Moi, j'ai des enfants... alors, j'ai des enfants très bien accompagnés, très bien suivis, etc. Et puis, il y en a d'autres, les enfants, ils sont dans les caravanes, puisque... on accueille les gens du voyage et donc ils ont des conditions. Enfin, c'est pas qu'ils sont malheureux, je dis pas ça, hein, mais l'école ne fait pas partie de la voie de la réussite. Il n'y a pas que ça pour eux, d'accord? Donc il faut le comprendre, il faut les fidéliser. On a beaucoup d'absentéisme et quand ils viennent en classe, il faut qu'il y ait une plus-value. Voilà. Si c'est pour les mettre là pendant des heures et des heures, ils ne reviennent pas. C'est clair. Nous, les filles, en 5e, on a un gros souci. Au bout de l'année scolaire, elles ne reviennent pas, elles quittent le système, elles nous échappent. Donc, on a des problématiques comme ça. Il fait que l'enseignement classique, les devoirs à la maison, etc., ça ne fonctionne pas. Voilà. Après, je pense que vous avez aussi le même genre de problème. Voilà, je suis désolée d'avoir débordé. C'est 44. Merci beaucoup.
j'allais oublier. J'ai ma carte de visite pour vous laisser la possibilité d'aller voir sur mon blog, puisque sur le blog, je mets tout, y compris pour ceux qui ne sont pas profs de français, tout ce qui est technique, hein, les outils, etc. Donc j'ai quelques cartes, si ça vous intéresse, hein, vous n'êtes pas obligés. Je vous les laisse, j'en mets là, et puis je vais en mettre à la sortie là-bas.